Bonjour à toutes et à tous. Je m'associe tout d'abord aux salutations de Madame la préfète et de Madame la présidente de la Chambre régionale des comptes, que je remercie beaucoup pour leur initiative. Vraiment, nous sommes tout à fait partants pour ces rencontres qui sont toujours riches. Donc pour ma part, je suis membre du parquet général près la Cour des comptes. Autrement dit, je représente l'autorité de poursuite, puisque nous avons le monopole de l'engagement des poursuites, et c'est nous qui, sur la base de ce que nous appelons les déférés, c'est-à-dire les saisines qui nous arrivent soit des juridictions financières, soit d'un certain nombre d'autres autorités, j'y reviendrai, sur la base de ces déférés, nous apprécions si les faits doivent être poursuivis, doivent donc faire l'objet d'engagement de poursuite devant la Chambre du contentieux, nécessitent un rappel à la loi, ou alors simplement ne constituent pas une faute telle que en fait, nous classons. Donc, dans le temps imparti, je vais aller assez directement au but. En fait, je vais essentiellement, je passerai rapidement sur les points techniques. Vous aurez de toute façon le PowerPoint pour exposer surtout l'esprit de la réforme et la façon dont nous la mettons en œuvre. Quelle vision nous avons de ce nouveau régime? Je pense que c'est ça qui vous intéresse essentiellement. Je salue les 4 pages du programme parce qu'en très peu de mots, vraiment, on a l'essentiel. Et c'est vraiment une prouesse et bravo, c'est de grande qualité cette présentation du programme du jour. Alors, la première planche, vraiment pour vous dire que cette réforme, ce n'est pas une réformette, c'est une réforme vraiment historique pour les juridictions financières. Et ce qui vous le montre, c'est vraiment les grands jalons de l'histoire de la Cour des comptes. On ne va pas tous les passer en revue, mais vous voyez, depuis 1807, création de la Cour des comptes, vous avez 1948, la création de la CDBF, 1963, les modalités d'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables qui sont précisées, 1982, la création des CRC, etc. Et pour vous dire que 2023, donc, avec la suppression des 2 anciens régimes et la création de CRFGP, c'est un jalon vraiment à la mesure de l'histoire des juridictions financières. C'est un jalon, comme on en connaît peu, une réforme qui a lieu tous les 50 ans. Alors, pourquoi cette réforme ? Là, je vais passer rapidement, ça vous a déjà été exposé. Nous avions 2 régimes distincts préexistants de responsabilité. La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, la RPP, qui reposait uniquement sur les comptables publics, y compris pour des manquements dont l'origine pouvait se trouver, je dirais, dans les services de l'ordonnateur. Et par ailleurs, c'était une conception civiliste de la responsabilité, je veux dire par là que selon l'adage bien connu, nous jugions les comptes et non les comptables, c'est-à-dire qu'il y avait une responsabilité du comptable, une mise en débit possible, du montant des recettes non perçues ou des dépenses irrégulièrement consenties. Donc en fait une vision un peu mécaniste de la responsabilité. Et d'autre part, la CDBF, qui a été créée en 1948, mais CDBF, Cour de discipline budgétaire et financière, qui en fait est restée une juridiction largement d'exception, peu connue, qui avait très peu d'activité, avec des amendes relativement symboliques et qui n'a jamais eu les moyens de vraiment fonctionner par rapport aux ambitions de départ. Donc, réforme en 2022. Et pourquoi avoir réformé en gardant une justice financière spécialisée? C'est une question qui peut se poser parce qu'on aurait pu dire finalement on supprime ces 2 régimes et puis la justice de droit commun, le juge pénal fera son office et c'est très bien comme ça. Mais vous savez qu'il y a un choix français et pas seulement français de développer un ordre de juridiction spécialisé pour les affaires de l'administration, des grands principes qui datent de la Révolution française, notamment sur la juridiction administrative, chapeautée par le Conseil d'État. Et par ailleurs, l'intérêt d'une justice financière spécialisée, qui est l'intérêt de toutes les cours des comptes à vocation juridictionnelle, qui ne sont pas du tout rares dans le monde, il en existe quand même une bonne quarantaine, je crois, c'est en fait la connaissance de la gestion publique, du droit public et des modalités de l'action administrative qu'ont leurs membres, parce que bien souvent, lorsqu'il y a des infractions pénales qui sont poursuivies devant le juge pénal, le juge pénal se tourne vers nous parce qu'ils ont très peu d'expertise de la gestion publique, notamment dans tout ce qui concerne l'écofi, les délits économiques et financiers. Et je dirais la valeur ajoutée des membres des juridictions financières, c'est d'avoir cette expertise des modalités de l'action administrative, comme le Conseil d'État, là, en matière de droit public, pour trancher les litiges qui concernent l'administration. Et puis enfin, ça répond à un besoin de protection particulière de l'argent public,
avec des règles spécifiques d'utilisation. Et là, c'est une conception qui n'est pas seulement juridique, c'est une conception politique, philosophique. Qui dit utilisation de l'argent public dit règles spécifiques de protection de l'argent public, en dehors même de la commission de tout délit. Donc voilà l'intérêt de cette justice financière. Et l'objectif de la réforme, ça a donc été de moderniser et de simplifier en conservant les principes fondamentaux, un seul régime de responsabilité, un seul juge, un régime répressif, vocation à prononcer des amendes, conservation du principe fondamental de séparation des ordonnateurs et des comptables, règles de gestion budgétaire et comptable publique, et puis une action qui se veut complémentaire du juge pénal. On n'est pas sur le même registre. Le juge pénal, ce sont les manquements à la probité, ce sont des délits. La justice financière, c'est la protection de l'ordre public financier et de l'utilisation de l'argent public. Là, pour mémoire, je passe, parce que vous aurez le PowerPoint, ce sont les textes fondateurs donc, de cette réforme. Et j'en viens à quelque chose de plus fondamental, c'est quels sont les justiciables de ce nouveau régime. Parce que la notion de gestionnaire public qui est indiquée dans l'ordonnance n'est pas en fait une notion juridique, elle ne correspond pas à une catégorie juridique. Il n'y a pas de texte en dehors de l'ordonnance qui vous dira voilà, qui sont les gestionnaires publics. Alors, il y a un principe simple et non suffisant pour déterminer qui sont les justiciables, c'est de dire les justiciables, ce sont tous les agents et toutes les personnes qui travaillent dans des organismes qui sont de la compétence de contrôle de direction financière. Ça, on est beaucoup plus proche de la vérité, mais ça ne suffit pas, on va le voir. On a trois grandes catégories donc, de justiciables, et là j'ai repris les trois catégories de l'ordonnance. La première catégorie, ce n'est pas la population la plus nombreuse, ce sont les membres des cabinets ministériels et des élus, donc des cabinets des élus des collectivités territoriales et de leurs groupements. Population centrale, et là beaucoup plus nombreuse, les fonctionnaires ou agents civils ou militaires de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, ainsi que des groupements de collectivités territoriales. Et troisième catégorie, également très nombreuse, les représentants, administrateurs ou agents des autres organismes soumis au contrôle des juridictions financières. Puisque lorsque j'ai fait référence à la compétence de contrôle des juridictions financières, elle va bien au-delà des personnes publiques stricto sensu, les associations subventionnées, les SEM et les SPL, les organismes de sécurité sociale, les établissements sociaux, médico-sociaux privés, etc. Vous voyez, donc un large champ. Un large champ, mais des exceptions importantes qu'il faut que vous ayez en tête, des exceptions à la justiciabilité. Les ministres et les élus locaux, dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale, ne sont pas justiciables. Ça, c'est un choix qui a été fait dès 1948, dès la création de la CDBF. C'est une décision politique, dire que les élus, notamment les ministres, sont responsables politiquement, mais ne sont pas responsables devant les juridictions financières. Nonobstant le fait qu'ils sont ordonnateurs des dépenses, notamment dans les collectivités publiques. Alors c'est un débat, mais c'est un débat qui appartient aux représentants de la nation. Mais en tout cas, c'est la règle. Également, je signale les administrateurs ou conseillers des organismes de protection sociale, hormis les présidents et lorsqu'ils ne sont pas rémunérés, ainsi que les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance. Là, dans l'un et l'autre cas, l'objectif, c'est de protéger le paritarisme et le bénévolat. Ils sont exclus également du champ des poursuites. Mais, sans trop compliquer les choses, mais on a des exceptions aux exceptions. Et les exceptions aux exceptions, c'est pas très dur quand on est dans le mécanisme, mais au début, ça paraît un peu compliqué. D'abord, une exception assez logique, c'est l'immixtion dans les fonctions de comptable public, ce qu'on appelle la gestion de fait. La gestion de fait. Et là, les gestionnaires de fait, qu'ils soient ministres, qu'ils soient élus locaux, sont justiciables devant la Cour des comptes. Et la raison, elle est assez claire, c'est que les comptables publics sont justiciables. Et quelqu'un qui s'immisce dans le maniement des deniers publics, il devient comptable public. Il n'est plus élu, il n'est plus ministre. C'est ce qui sous-tend cette exception. Également, pour les élus locaux, donc, qui vous intéressent directement, deux autres exceptions. D'abord, l'inexécution des décisions de justice. Ça, c'est pas nouveau, c'est depuis une loi de 1980. Et ça peut, les élus qui sont là, ça peut vous sembler peut-être un peu bizarre qu'il y ait des personnes publiques qui n'exécutent pas les décisions de justice. Ben si, ça existe, on en trouve. Dans deux cas, condamnation d'une personne publique à une somme d'argent, qui généralement doit être ordonnancée dans les 2 mois, et on a des collectivités publiques qui ne le font pas, ou leur condamnation d'une personne publique sous astreinte financière, l'astreinte étant liquidée parce que la condamnation n'est pas exécutée.
Et on en trouve aussi, vous avez des exemples dans la jurisprudence, hein, je pense que Jean-Yves Bertucci en parlera tout à l'heure. Et puis, autre cas, autre exception qu'il faut que vous ayez en tête, c'est pour les élus locaux, l'engagement de leur responsabilité propre en adressant un ordre d'organisation au comptable public. Si un élu local réquisitionne un comptable public, il faut que vous sachiez que la responsabilité se déporte sur l'élu. Hein. Et ils sont justiciables s'ils réquisitionnent et si, à cette occasion, ils procurent un avantage injustifié à autrui par intérêt personnel direct ou indirect. On retombe dans une des infractions du régime. Donc c'est un cas très particulier, mais on a aussi un exemple dans la jurisprudence. Donc lorsque vous décidez de réquisitionner le comptable public, regardez bien pour quelles raisons le comptable public refuse le paiement et quelles sont les conséquences. Hein. C'est un peu ça, je dirais, ce qu'il faut retenir. Alors pour les justiciables eux-mêmes, donc des personnes justiciables, il y a aussi des cas d'exemption de responsabilité qu'ils font connaître. Bon, je passe sur l'existence de circonstances exceptionnelles qui est vraie c'est un peu dans tous les cas qu'on a à la considérer. Elle est rare hein, parce que ce sont quand même des conditions particulières sur lesquelles je ne m'étends pas hein, pour qu'elles soient constituées. Mais aussi et surtout, et là ça s'adresse aux fonctionnaires qui sont présents, le justiciable qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique ou d'une personne habilitée ne sera pas responsable. On voit bien l'idée, c'est de ne pas sanctionner l'exécutant, le simple exécutant, mais d'aller chercher la personne responsable. Mais il faut qu'il y ait instruction, hein, clairement. Et puis, deuxième cas, c'est également important pour tous les fonctionnaires territoriaux, notamment, le justiciable qui agit conformément à un ordre écrit préalable émanant d'une autorité en charge du pouvoir exécutif ou conformément à une délibération de l'organe délibérant. Sachant que quand même, sans entrer trop dans les détails, il faut que l'Assemblée délibérante ait été dûment informée, donc il y a un exposé des motifs qui soit précis, et que par ailleurs, cette délibération elle a un rapport, un lien direct avec l'objet hein, de la question posée. Voilà sur les justiciables, sans trop m'étendre. Alors, les autorités déférées, rapidement... la liste qui existait déjà pour la CDBF, la Cour de discipline budgétaire et financière, a été reprise. Vous voyez, il y avait déjà quand même un certain nombre d'autorités qui étaient mentionnées, dont les juridictions financières, également les procureurs de la République. Alors, les créanciers, c'est pour une seule infraction, c'est ceux qui sont victimes de l'inexécution d'une décision de justice. C'est ce motif-là qui figure ici. Mais il faut surtout retenir l'élargissement des autorités déférées par l'ordonnance de 2022. Et vous voyez que c'est un élargissement significatif. Hein. Le représentant de l'État dans le département et le directeur régional, départemental ou local des finances publiques, mais pour les faits qui ne relèvent pas des ordonnateurs de l'État. C'est-à-dire c'est dans le cadre, je dirais, du regard qu'ils portent sur la gestion publique locale. Tous les chefs d'exécutifs locaux, hein, du président du conseil régional jusqu'au maire, les chefs de service d'inspection générale, les commissaires aux comptes des organismes, donc par exemple les SEM, les associations, etc. Et puis a été rajouté récemment l'Agence française anticorruption. Donc vous voyez un fort élargissement des autorités, excusez-moi pour les variations d'intensité, qui ont la faculté de saisir le procureur général de fait, donc par voie de déféré, qui, selon eux, méritent des poursuites dans le cadre de ce nouveau régime. Les infractions, elles sont au nombre de 10, c'est-à-dire que là, ce n'est pas énorme, on peut les connaître, hein, ce n'est pas le code pénal. Et en fait, on peut en distinguer 4 catégories. Une première catégorie qu'on peut qualifier d'infraction budgétaire et comptable, avec les 2 premières qui sont en fait importantes, c'est la protection de 2 fonctions fondamentales dans la gestion publique. Engagement de dépenses sans en avoir le pouvoir, c'est la protection des fonctions d'ordonnateur. Seules les personnes habilitées doivent ordonnancer les dépenses. Hein, et ça, on a des cas assez fréquents de personnes qui, sans avoir le pouvoir, engagent des dépenses publiques. Et puis la gestion de fait, là vous le savez déjà, c'est l'émission des fonctions de comptable public. Donc protection de ces 2 fonctions fondamentales. Et puis par ailleurs, évidemment, la société a le droit de demander compte à tout agent. Pour demander compte, il faut qu'il y ait un compte. Donc défaut de production des comptes, c'est le défaut de production du compte lui-même ou c'est un compte gravement incomplet ou gravement insincère. Hein. Il peut y avoir un compte mais qui en fait n'en est pas un.
Donc ça, ce sont... Et puis, excusez-moi, je glisse un peu rapidement, mais c'est le non-respect des règles en matière de contrôle budgétaire. Là, ça concerne les organismes et les services soumis à un contrôle a priori de l'engagement de certaines de leurs dépenses. Contrôle a priori, hein, donc exercice encore d'une tutelle, notamment sur des agissements publics ou des services ministériels. Deux autres catégories, et là on est au cœur du nouveau système, ce sont les infractions dont on parle le plus souvent. L'octroi d'un avantage injustifié par intérêt personnel direct ou indirect. Là, ces deux catégories, le 2 et le 3, elles existaient déjà sous la CDBF, mais elles ont été réécrites et précisées dans leur caractérisation. Et cette caractérisation est plus compliquée dans le cadre du nouveau régime. C'était une volonté du législateur. Vous voyez, on avait déjà l'octroi d'un avantage injustifié, mais là, il faut qu'il y ait un intérêt personnel direct ou indirect qui soit démontré. Et puis, celle dont on entend sans doute le plus parler, c'est la faute grave entraînant un préjudice significatif pour l'organisme par violation de règles en matière de recettes, de dépenses et de gestion des biens. L'équivalent existant pour le secteur public local à travers la faute grave de gestion. Ça, on y reviendra aussi bien moi-même que Jean-Yves sur cette infraction. Et enfin, la quatrième catégorie, là, c'est la protection de l'exécution des décisions de justice et du mandatement d'office. Alors, exécution des décisions de justice, j'y ai déjà fait référence, pardon, les deux cas. Et puis, alors là, c'est un peu une infraction que je qualifierais de croupion. Agissement ayant pour effet de faire échec à une procédure de mandatement d'office, mais les élus locaux ne sont pas justiciables, ce qui fait que ça concerne des cas très particuliers, hein, EPLE, établissement public de santé, des cas où il peut y avoir mandatement d'office par la tutelle, et puis une manœuvre de la part de l'organisme pour éviter les conséquences de ce mandatement d'office. Donc là, c'est une infraction. C'est la seule, je parle sous contrôle de Jean-Yves Bertucci, que nous n'avons pas fait jouer jusque-là. Alors, quelques mots, parce que là, c'est sans doute là le plus important, la politique de poursuite du parquet général. Comment, à partir de cette énumération, avons-nous construit notre politique de poursuite? Une première chose, nous considérons l'ensemble des infractions. Et je m'explique parce que dans le cadre de la Cour de discipline budgétaire et financière, il y avait une infraction qui s'appelait le L313-4, qui était infraction aux règles d'exécution et des dépenses des recettes de l'État et des collectivités. Elle était tellement plastique, tellement générale, que c'était l'incrimination quasiment systématique. Plus de 80% de nos poursuites, c'était dans ce cadre-là. C'est aussi ce qui a fait que les rédacteurs de l'ordonnance et le législateur ont voulu resserrer en disant oui, infraction aux règles d'exécution des dépenses et des recettes, mais avec une faute grave et causant un préjudice financier significatif. Partant, et sans doute avec raison, ils ont resserré la possibilité d'utiliser cette infraction mère et trop générique. Ce qui fait que là, ça nous oblige, et c'est très bien, à considérer le spectre des infractions et chaque infraction pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle doit produire. Donc, premièrement, la politique de poursuite, c'est de considérer l'ensemble des infractions. Et nous avons engagé des poursuites sur 9/10, hein, donc sauf mandatement d'office, de ces infractions. Deuxièmement, considérer la gravité de la faute commise. Alors, vous avez noté peut-être que la notion de faute grave n'est employée par la loi que dans 2 cas. Et pour donc 8 autres infractions, il n'y a pas de notion de faute grave. Pour autant, dans les faits, nous considérerons toujours la gravité de la faute, la nature des règles méconnues et les circonstances. C'est-à-dire qu'on ne va pas, simplement parce qu'il n'y a pas faute grave dans le texte, dire ben voilà, on y va de toute façon, paf, on ne veut même pas savoir. Non. On regarde, je vous rassure, toujours les circonstances de l'espèce et la gravité de la faute. Par ailleurs, on utilise les alternatives à l'engagement de poursuite, c'est-à-dire engager des poursuites, saisir la chambre du contentieux, ça n'est pas la seule voie. La loi nous donne la possibilité de faire des rappels à la loi. Et c'est une possibilité que nous utilisons, soit parce que nous considérons que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, soit parce que nous considérons que sa portée n'est pas suffisamment grave. Et ça, nous le faisons régulièrement, à l'instar d'ailleurs du juge pénal, hein, qui peut faire de simples rappels à la loi, au lieu également d'engager des poursuites. Mais l'action publique ne se réduit pas aux poursuites et aux sanctions. Et troisième objectif de notre politique de poursuite, c'est d'animer, lorsque nous avons appelé de manière
un petit peu peut-être grandiloquente, mais un écosystème de l'ordre public financier. Parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup d'autorités de déféré, mais notre rôle tel qu'on le conçoit, et cette réunion en est un des exemples, c'est de nourrir des relations avec l'ensemble de ces autorités de déféré pour prévenir la commission d'infraction. Hein, c'est-à-dire que l'ordre public financier n'est pas l'affaire que du parquet général et de la Cour des comptes. Elle est l'affaire de tous et de toutes. Elle est l'affaire de tous et de toutes. Et donc, c'est à travers cette création, ces relations partenariales que nous faisons vivre, que nous développons également notre action. J'en finirai par... alors là, il y a beaucoup de choses, donc c'est peut-être pas très visible, mais le bilan vu du parquet des 18 premiers mois d'activité, pour vous donner quelques exemples, un ordre d'idée. Alors, c'est depuis le 1er janvier 2023 jusqu'en juillet 2024, 18 mois. Et là, vous voyez qu'on a reçu 103 déférés. 103 déférés, alors attention, il y en a 28, presque 30, qui sont des déférés de créanciers qui s'estiment victimes de l'inexécution d'une décision de justice. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça, généralement, on ne va pas jusqu'à l'engagement de poursuite parce que ce que j'appelle le tirage d'oreille, c'est en fait la mise en demeure, dire attention, vous n'avez pas exécuté, veuillez nous faire savoir pourquoi. Généralement, ça suffit pour résoudre le problème. Et on va très rarement jusqu'à l'engagement de poursuite. Et c'est tant mieux. On ne cherche pas, on n'est pas demandeur d'engager. Hein, donc c'est une voie efficace. Par ailleurs, donc, vous voyez, 65 déférés de juridiction financière, ça veut dire que les cours des comptes et les CRC sont les principales pourvoyeuses d'affaires, mais ce n'est pas étonnant puisque le contrôle, c'est leur métier. Et que par ailleurs, on a des déférés extérieurs, encore en petit nombre, mais qui augmentent, vous voyez, de différentes donc, DRFIP, des DFIP. On a eu depuis un autre déféré préfectoral, procureur de la République, des inspections. Donc, vous voyez, ça veut dire que l'activité, elle n'est pas négligeable. Ce n'est pas un contentieux de masse comme la RPP, ce n'était pas l'objet, mais ce n'est pas négligeable non plus. Les réquisitoires que nous avons pris, alors 97, mais là, attention, sur les 97, il y a 33 réquisitoires supplétifs, c'est-à-dire qu'ils sont venus abonder des réquisitoires déjà pris, donc ce n'est pas 97 affaires différentes. Et vous voyez qu'il y en a 9 d'initiatives, ça veut dire que le procureur général a aussi, au-delà des saisines par déféré, le pouvoir lui-même, par les informations qui lui arrivent, de saisir la chambre du contentieux. Deux dernières choses que je veux vous signaler, c'est, vous voyez, quand je disais que les alternatives aux poursuites, c'était pas seulement, enfin, c'est significatif, hein, puisqu'on a 16 rappels à la loi et 40 communications précontentieuses. Là, c'est pareil, communication précontentieuse, c'est une lettre du procureur général, c'est pas un rappel à la loi formelle, mais qui dit attention, là, il y a des irrégularités, expliquez-nous pourquoi. Et puis on s'en tient là parce que les explications arrivent, et puis on dit, bon... voilà. Donc, vous voyez que ces alternatives sont également assez répandues. Et alors, décision de renvoi, c'est faible, 15, mais attention, il y a une montée en puissance, puisque la décision de renvoi, ça, Jean-Yves Bertouchy va vous le dire, donc nous saisissons par voie de réquisitoire la chambre du contentieux, il y a une instruction, le dossier nous revient, et c'est là où on décide de renvoyer ou pas. Donc, il y a un temps de latence qui fait que pour l'instant, les décisions de renvoi ne sont pas très importantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un contentieux de masse, et ça, c'était la volonté du législateur, c'est-à-dire c'est pas la RPP. On ne fait pas du chiffre, on n'est pas là pour faire du chiffre. C'est un contentieux de l'exemplarité, mais ce n'est pas non plus un contentieux d'exception. Ceci dit, il ne faut pas craindre ce contentieux, parce que justement, il y a quand même beaucoup de mesures, on va échanger là-dessus pour prévenir la commission d'infraction. Ça, c'est très clair. Et par ailleurs, regardez, là, on est en région Centre-Val-de-Loire. Combien de personnes condamnées en 18 mois en région Centre-Val-de-Loire? Alors, évidemment, c'est une région qui est particulièrement respectueuse de la légalité, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, donc, voilà. Voilà. Excusez-moi, j'étais un petit peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, bon, j'espère avoir dit l'essentiel et je passe la parole à Jean-Yves Bertouchy.